Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de À l'affiche spéciale Journée de la Terre. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux artistes qui œuvrent pour la préservation de notre planète et ils sont de plus en plus nombreux. La preuve avec notre invité Fakir. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes DJ, producteur et membre également de Music Declares Emergency, dont le slogan est No Music on a Dead Planet, pas de musique sur une planète morte. Plus de 2500 artistes sont signataires en France et dans le reste du monde. Il y a Massive Attack, Radiohead, Arcade Fire, Billie Eilish, Annie Lennox. En France, on a également Émilie Loiseau et Yael Naïm. Il y a également des labels, des festivals. Vous, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous joindre à ce mouvement ? Ça a été, en fait, c'est une association qui a été fondée en Angleterre et qui a d'abord commencé à grossir là-bas. Et en fait, j'ai pris connaissance de cet asso-là via des copains qui me disaient « Ah, c'est génial, il y a ce truc-là, ce mouvement qui est en train de naître. » Et en fait, on en manquait cruellement en France d'un mouvement comme ça qui rassemble un peu tout le monde, que ce soit les festivals, les labels, les artistes, sous un drapeau, sous la même bannière. Et qui soit réellement efficace et qui propose vraiment des solutions très concrètes, quoi. Du coup, je suis très content que ce soit arrivé en France et très honoré d'en faire partie, quoi. Alors justement, on va écouter Clémence Meunier, c'est l'une des cofondatrices de la branche française donc, de cette association. Elle était au micro d'Héloïse Melan et Manuela Ibunda. Ça passe à la fois par la manière de gérer les transports. On pense forcément au transport des artistes quand ils sont en tournée, éviter peut-être de faire une tournée qui va faire Lyon, Lille, Marseille, voilà. Mais aussi travailler sur la manière dont les gens se rendent au festival, puisque sur une date, la plus grosse émission de gaz à effet de serre, c'est le transport des spectateurs au concert. Donc travailler sur la mobilité, ça va être travailler sur la nourriture qui est consommée par les festivaliers ou la technique. Ça va être travailler sur quel type d'énergie est utilisé pour alimenter, je ne sais pas, un stade ou un zénith pour un concert. Alors effectivement, j'ai lu des études qui montrent que le monde de la musique a un impact également sur l'environnement, notamment donc, les événements musicaux. Un festival de 50 000 personnes, c'est environ 1000 tonnes équivalent carbone qui sont rejetées dans l'atmosphère. C'est l'équivalent de 400 Paris-New York, aller-retour. Et puis c'est aussi l'équivalent en émissions CO2 de 100 Français pendant un an. Donc c'est considérable. Il y a effectivement des efforts qui peuvent être faits. Vous, Fakir, dans votre pratique, est-ce que vous avez déjà mis en place certaines choses ? Alors... moi, dans ma vie de tous les jours, oui, il y a des réflexes et puis une prise de conscience aussi de plus en plus grande qui, je pense, est nécessaire et qui est la première étape, en fait, prendre conscience dans notre vie de tous les jours, des petits gestes et des petites choses qui font que on pollue, en fait, sans s'en rendre vraiment compte, parce qu'il y a quelque chose de très qui vient de l'éducation. Et après, dans le côté professionnel, dans la tournée, c'est délicat, surtout quand on est producteur, DJ, dans le sens quand on est un artiste qui va se produire à l'international. Il y a quelque chose d'assez paradoxal finalement à défendre ce discours-là un peu écolo, parce qu'on prend beaucoup l'avion. Moi, j'ai un bilan carbone qui est désastreux les années où je tourne. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique. Par exemple, les petites choses qu'on met en place, qu'on essaye de faire, c'est prendre l'avion une fois pour aller dans une zone, et ensuite dans cette zone, dans ce territoire-là, prendre le plus les transports plus traditionnels, quoi. Mais c'est très compliqué. Il y a aussi, on peut aussi intervenir sur le merchandising. Moi, ça a été un truc où je me suis dit, c'est là où en fait on peut avoir un impact qui est direct et changer vraiment la méthode de fabrication des choses. Concrètement, c'est un t-shirt en coton plutôt qu'en polyester ou exactement, pour produire des choses très localement, pour limiter les émissions de carbone, et puis essayer de... Voilà, il y a plein d'associations qui produisent des t-shirts et qui proposent de replanter des arbres ensuite, etc. Enfin, en fait, il y a plein de modèles possibles. Et du coup, oui, c'était des choses que j'ai commencé à mettre en place. Ouais. Ça, c'est votre démarche en tant que, disons, professionnelle. Et en tant qu'artiste, est-ce que vous pensez qu'il y a un message à porter ? Est-ce que les gens qui écoutent votre musique sont réceptifs à ça ? Est-ce que vous n'avez pas aussi peur de passer pour un donneur de leçons en disant faut faire attention à la planète, à des gens qui sont venus écouter de la musique ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a surtout... Alors, je ne sais pas comment ça se passe vraiment dans les autres pays, mais j'ai l'impression qu'en France, on avait vraiment ce truc jusqu'à très récemment où... un artiste engagé va être rangé dans cette case engagé, comme si c'était un genre de musique propre à soi, presque c'est un hippie, voilà, on n'en parle plus. Et en fait, je pense qu'il est temps complètement que ça change, parce qu'on est toute une génération à comprendre le problème, à savoir complètement ce qu'il faut faire, et à pas être justement rangé dans cette case d'artistes engagés. En fait, on porte ce message-là comme en tant que génération,
qui a été éduqué à ces trucs-là, on a ces messages-là depuis l'école primaire, on grandit avec ces trucs-là, et aujourd'hui, on a presque tous une espèce de conscience un peu normale de prendre soin de la planète, faire attention, faire le tri, il y a certains petits gestes qui sont rentrés dans notre quotidien complètement, ouais. Comme on dit souvent, il n'y a pas de petits gestes quand on est 7 milliards à les faire. Oui. Alors, le 28 mars dernier, vous avez accompagné en musique la dernière marche sur le climat. Elle a rassemblé plus de 100 000 personnes en France. Qu'est-ce que vous attendez de la loi climat qui est actuellement en discussion en France ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans qui vous paraît absolument indispensable ? Moi, je m'attends déjà à ce qu'elle passe et à ce que ce soit pris au sérieux, parce que c'est déjà le gros truc qui ferait que d'un seul coup, il y ait du changement. Et oui, puis moi, en fait, en tant qu'artiste, j'aime bien essayer d'apporter une espèce de, comment dire, de grain de sel, en fait, de petite pierre à l'édifice, en disant, bon, voilà, sans porter ce message vraiment fort, juste montrer que je back ce genre de mouvement et que je suis là. Et du coup, ouais, dans cette loi climat, moi, j'attends juste qu'elle soit prise au sérieux. Parce que toutes les promesses d'avant n'ont pas été tenues jusque-là. Donc maintenant, il est temps juste que les gens réagissent. Et je vois autour de Camille Etienne, surtout, autour de son mouvement, mais on est prêt, etc. Il y a des choses qui se passent. Toute son occupation sportive autour de l'Assemblée nationale, solliciter les députés, etc. C'est des choses qui ont une vraie portée. Donc je pense que ouais, ça commence à petit pénétrer le gouvernement, quoi. Le mouvement politique commence à comprendre que ça vient d'en bas. C'est temps. Alors, il n'y a pas que les musiciens qui s'engagent pour la planète, il y a aussi d'autres artistes. C'est par exemple le cas du projet Artefact, c'est un Corail Artefact, c'est un projet artistique, mais aussi scientifique et éducatif pour sauver les barrières de corail. Yongshim a rencontré son créateur, Jérémy Gobet, et une de ses associées. Regardez. La maison de Claire Durand-Ruel ressemble à un musée. Bon, vous l'avez compris, on est un peu dans une maison de fous. De passionnés en tout cas. Donc là, une première œuvre de Sylvain Rousseau. Cette pièce-là s'appelle No Stop Forest. Et là, c'est donc une œuvre de Jérémy. C'est un cadeau. Le corail est au cœur du travail de Jérémy Gobet, qui s'implique pour la restauration des récifs coralliens. Un engagement qui a séduit cette collectionneuse passionnée. Là, je me dis, alors, tu soutiens des artistes. Est-ce que là, il n'y a pas l'étape suivante qui est de contribuer à faire bouger le monde? À l'origine, l'artiste s'intéressait au savoir-faire et aux industries qui se meurent, comme la dentelle. Jusqu'à ce jour de 2010. J'ai découvert une dentelle particulière qui s'appelle la dentelle au fuseau. Elle a un motif qui s'appelle le point d'esprit. Pour quelqu'un qui a déjà vu ce corail de près, quand il voit cette dentelle, il se dit c'est pas possible. Et tout de suite, c'est vrai qu'il y a eu un lien qui s'est fait dans ma tête entre la disparition de ces coraux et la disparition et la délocalisation des usines textiles. Et à partir de là est né Corail Artefact avec cette première idée d'utiliser cette dentelle comme un tuteur de régénération pour les récifs qui sont en danger. Pour cela, le plasticien travaille avec Coraïb. La société guadeloupéenne teste les fibres techniques qu'il développe. L'objectif, trouver la matière qui pourra remplacer les supports en béton ou plastique des récifs artificiels, car ils polluent la mer. Est-ce que tu as eu un peu des retours là, depuis le doc que tu m'as envoyé J+21, on commence à avoir certaines dentelles qui se dégradent, qui se déchirent un petit peu. La matière doit être assez résistante pour tenir 6 à 8 semaines, le temps que le corail se développe. Au jour d'aujourd'hui, dans la Caraïbe, 85% des coraux sont fortement dégradés ou morts. Donc tentons tout ce qui est possible de tenter. Et ce qu'on redécouvre avec Jérémy, c'est cette envie d'avancer. J'ai toujours eu envie que mes créations artistiques puissent tisser des liens, créer des ponts. Pour moi, c'est presque ce qui me fait lever le matin, en fait. Avec Corail Artefact, Jérémy Gobet et ses associés développent un écosystème complet, où l'artiste sort des galeries et joue un rôle dans la société. On a vu les musiciens, les plasticiens, le cinéma aussi s'engage pour sa 74e édition. Le Festival de Cannes vient d'annoncer une édition plus respectueuse de l'environnement avec 12 engagements écologiques, 60% de véhicules officiels électriques ou hybrides, réduction de moitié des impressions papier, exit les bouteilles d'eau. Vous en pensez quoi de ce genre d'initiative ? C'est très chouette. En fait, le symbole, même si c'est des mesures qui sont symboliques, en fait, le symbole est très très fort et je pense que c'est
par là qu'on va commencer à rééduquer un peu tout le monde, quoi. Alors, votre label, Ninja Tune, est aussi signataire de Music Declares Emergency. Si ça n'avait pas été le cas, est-ce que vous auriez été prêt à changer de label pour aller vers un engagement plus important? C'est un peu... Alors oui, effectivement, c'est via eux que j'ai connu le mouvement, mais c'est vrai que en tout cas, je me serais posé la question. Je sais que c'est un label avec lequel j'ai beaucoup travaillé en Angleterre, et par exemple, mon label français n'est pas signataire du truc. Et, Message. Je suis très content d'en partir. Votre dernier album s'appelle Everything Will Grow Again. Tout poussera à nouveau. C'est un message d'espoir? Oui, complètement. Vous y croyez? Oh oui. Merci beaucoup, Fakir. C'est à vous. Et je rappelle donc le titre de votre dernier album, Everything Will Grow Again. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on va se quitter malgré tout avec quelques images étonnantes, celle de l'exposition Tant qu'il reste de la glace. Ça se passe sous la glace d'un lac à Nilmogouba. C'est en Russie. L'exposition se tient jusqu'à ce qu'elle fonde. Et ce sont des images du photographe Viktor Liagushkin qui veut ainsi interpeller sur l'impact du changement climatique, à découvrir donc jusqu'à la fonte des glaces. À très bientôt sur France 24. Salut mon grand, attache bien ta ceinture, t'es avec Sadek, il y a Juliette qui arrive, on est parti pour un super tour de manège, c'est Mon Vivant disponible depuis le 9 avril. Et le deuxième tour est gratuit. Par contre, je te dis un truc, Bobby, tu lâches tout de suite cette télécommande et tu te branches sur France 24, ok? Parce que là, il va y avoir des informations, on va rentrer dans l'urbanisme légendaire, avec les légendes urbaines. Juliette Fivet. Et c'est parti mon Guigui. Et c'est parti mon Guigui. Légendes urbaines, à voir sur France 24 et France24.com.